Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Cette semaine, j'ai envie de faire un nouveau format de vidéo qu'on va appeler du coup Chill and Tech. Ça va être une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, une semaine oui, une semaine non. Donc une semaine, je traiterai un sujet vraiment bien précis et la semaine d'après, j'essayerai de vous proposer un Chill and Tech. Et du coup, l'idée, en fait, ça serait de traiter quelques sujets en début de vidéo, faire une parenthèse Linux et terminer ensuite par encore un autre sujet qui, je pense, va rester le même, mais j'essayerai d'approfondir, de donner d'autres astuces. Ça sera la cybersécurité ou si je n'ai pas plus à dire sur ce sujet-là, en fonction des semaines, je pense que je passerai à un autre sujet. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, le Chill and Tech, ça va être une petite vidéo sympa pour échanger avec vous, me permettre aussi d'avoir des sujets peut-être moins compliqués à préparer, un peu moins fatigants, et de maîtriser un peu mon rythme de croisière pour pouvoir garder de l'énergie pour vous proposer des choses toujours correctes et garder une qualité aussi de vidéo. Je vous remercie aussi pour la vidéo de la semaine dernière. Vous avez été plus de 2000 à la regarder. J'ai eu un paquet de commentaires, des super retours, un super partage. Je me serais jamais attendu à ça. Encore merci à tous. Je suis super content de partager toutes les semaines avec vous et j'hallucine chaque semaine de voir que la chaîne continue d'évoluer. Je suis super content. Sans plus tarder, on passe du coup dans le vif du sujet avec le premier Chill and Tech. Et si je vois que le format fonctionne, je pense que je ferai des petits sondages sur la chaîne. J'espère que ça vous dira, mais si ça fonctionne, en fait, le but c'est d'en faire un live, un rendez-vous du coup, on va dire une semaine oui, une semaine non, en direct, tous ensemble sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse un live tous ensemble et que du coup vous puissiez participer en commentant en direct et que je puisse répondre. Et ça pourra évoluer aussi au fil des mois. Ça va pouvoir peut-être aussi devenir une question-réponse. Voilà, ça va être un format évolutif, mais en tout cas, ça va permettre aussi de nous rapprocher et de pouvoir échanger plus tous ensemble à terme. Du moins, je l'espère. Allez, c'est parti. On commence du coup avec le premier sujet. Je tenais aussi à dire que ça va être du coup le premier Chill and Tech et le premier d'une longue série. Donc quand vous êtes en train d'écrire un mail et que vous avez de suite la suggestion de la suite de la phrase, euh, finalement c'est pas votre PC qui lit dans vos pensées, c'est tout simplement un IA en fait que Gmail pardon, a implémenté pour faire en sorte d'avoir une proposition un peu comme quand vous écrivez les SMS. Donc vous tapez par exemple merci pour vos et de suite ça propose votre retour rapide. Donc ça c'est un gain de temps parce que sans même que vous ayez terminé d'y penser, c'est déjà affiché et du coup ça vous permet de gagner une seconde par-ci, une seconde par-là. Ça paraît pas grand-chose, mais pour des personnes qui écrivent des mails toute la journée, je peux vous garantir que ça change vraiment la donne. C'est pas de la magie, c'est de l'intelligence artificielle discrète. Il n'y a pas de robot, pas de grosses annonces. Il y a juste un tout petit algo qui a appris comment vous écrivez au fur et à mesure que vous écrivez. Ça apprend les mots que vous utilisez pour apporter les mêmes tournures de phrases que vous. Et au moins, ça permet en fait de vous proposer des suggestions cohérentes avec votre manière d'écrire. Alors ça paraît dingue, certains vont dire c'est de l'espionnage. J'ai envie de dire si vous écrivez pas des choses compromettantes, je vois pas où est le sujet, où est le risque. Mais en tout cas, moi, pour moi, de mon côté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce genre de petite aide, en fait, on s'en rend presque plus compte. Mais c'est justement en fait ça qui fait gagner du temps au quotidien, qui apporte énormément de confort. Je demande à ceux qui sont de ma génération, donc j'ai 36 ans, de se souvenir de l'époque où on était par exemple au collège. Donc ça remonte. Il y a quelques années maintenant. Et
les téléphones, on n'avait pas les téléphones tactiles déjà, ils étaient en noir et blanc, c'était des touches. Pour écrire un texto, il n'y avait pas 10 milliards de solutions. Le SMS, il fallait appuyer 10 milliards de fois sur sa touche comme un goré pour faire ses lettres, pour faire défiler les lettres et avoir la bonne lettre. Ou alors, il y avait les as des as, j'en faisais malheureusement pas partie, qui savaient écrire avec le mode T9. J'ai jamais rien compris. Dites-le moi en commentaire, ceux qui sont de la team T9 et ceux qui sont de la type bourrin des touches. Mais c'est vrai que ouais, moi perso, j'écrivais les SMS à l'ancienne, hein. J'ai jamais compris le mode T9. J'aurais bien aimé à l'époque avoir justement l'IA qu'il y a aujourd'hui dans les téléphones. Aujourd'hui, on envoie un SMS en 2 secondes quand on veut l'écrire parce qu'on a quasiment tous nos mots qui nous sont suggérés et en plus avec la tournure de phrase ben, qu'on utilise hein, parce que l'IA apprend en fait de notre manière de parler. Et le top du top, quand vraiment on a la flemme ou qu'on n'a pas le temps, on le met en mode micro et on dicte le SMS et il y a juste à relire pour corriger les fautes. Là, c'est encore, c'est encore un autre niveau. Donc c'est vraiment ces petites IA du quotidien en fait ben, que je veux décrire dans les Chill Tech et démystifier les choses pour faire en sorte que, ben, que les gens n'en aient pas forcément peur et osent l'utiliser. Du coup, là, c'était, on va dire, la partie la plus soft. Mais si on s'enfonce un petit peu plus dans le sujet, certains disent que l'intelligence artificielle, finalement, c'est le futur. Ben, dans ce cas-là, on y est déjà. Regardez autour de vous, dans les voitures, les PC, les téléphones, l'IA est partout. Et j'ai envie principalement en fait de me focaliser sur Copilot pour continuer du coup sur le sujet de l'IA. C'était pour moi au départ, on va dire, plus un petit gadget marketing parce qu'ils se sont basés sur GPT et ils ont choisi d'utiliser le modèle pour faire leur propre assistant IA. Bon, ok, pas de souci, mais en fait, je voyais pas l'intérêt alors qu'on avait déjà Gemini et GPT. Ça faisait un troisième. Vous allez me dire, il y en a plein. C'est vrai, il y en a plein aujourd'hui. On a Grok, Copilot, Gemini, GPT, on a Claude, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais finalement, c'est pas plus mal. Je trouve qu'ils ont bien rebondi sur le truc. Ils ont littéralement créé un assistant intégré à votre système qui peut comprendre vos commandes, ouvrir des applis, régler vos paramètres, résumer un texte, même vous aider à rédiger un mail. D'ailleurs, ça, je m'en sers au quotidien. En fait, je sais pas, hein, dites-le moi en commentaire ceux qui travaillent en bureau, mais je trouve que quand vous avez énormément de tâches à gérer et que vous voulez quand même garder, on va dire, de belles tournures de phrases, etc., il vous suffit juste de faire un tout petit prompt, résumer le sujet et vous obtenez un super mail. Il y a 2-3 corrections à apporter. C'est sûr qu'on ne peut pas non plus faire copier, coller, envoyer. Ça, c'est, enfin, pour moi, c'est pas concevable. Je trouve que ce serait aussi un manque de respect pour le destinataire. Mais en tout cas, on va dire que sur 100% du temps d'écriture du mail, eh ben, ça vous en fait gagner 80%. Donc les 20% restants, c'est rien. Et ça veut dire que vous avez 80% de temps en plus pour vous à octroyer à vos autres tâches. Et ça, c'est énorme. Et comme je dis toujours, un petit plus un petit plus un petit, ben, ça fait un gros. Et un petit peu de temps par-ci par-là, ça vous fait gagner beaucoup de temps qui vous permettent, ces minutes vous permettent en fait d'être beaucoup plus efficace. En tout cas, sans que vous ayez besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Copilot, c'est juste des phrases à rentrer, donc vous savez déjà écrire sur un clavier, vous savez déjà vous servir de votre ordi. C'est juste un petit logiciel finalement de plus à ouvrir, et ça c'est super. Donc c'est un peu comme si Windows se mettait à réfléchir finalement avec vous, à vos côtés, et vous permettez de gagner en efficience. Maintenant sur Android, du coup, je fais la transversale, du coup, je fais le lien avec les smartphones. Donc c'est pareil, on a la correction automatique, comme je disais tout à l'heure, mais on a aussi Gemini qui peut être intégré, ou le Google Assistant, c'est deux IA qui peuvent vous assister au quotidien. Et je trouve ça vraiment génial. Quand je branche en fait ma voiture sur Android Auto, donc je conduis, j'ai Waze qui est en marche, donc ça me permet d'avoir aussi les dangers sur la route, etc.
Et puis, admettons, je reçois un SMS et là, j'ai de suite en fait la marge qui sort sur Android Auto et j'ai la voix en fait de l'IA qui me dit vous avez reçu un SMS, voulez-vous le lire? Donc je dis oui. Et l'IA me lit mon SMS à haute voix et me propose de répondre ou non. Donc si je dis oui, j'ai juste à dicter le message, il vérifie le message en me le redictant, et si c'est OK, hop, je dis OK et ça part. Franchement, ça c'est pareil, enfin, c'est génial quand on parle par exemple de sécurité routière. Ben là, si cette option-là, entre guillemets, était de série vraiment sur toutes les voitures, parce que je sais qu'il y a certaines voitures encore qui sortent sans ça, eh ben, on ne verrait plus des gens, alors désolé du mot, hein, mais se comporter comme des imbéciles parce que ça met les autres en danger. Conduire avec les yeux comme ça, en train de textoter et de zigzaguer sur la route ou malheureusement des fois d'accrocher des personnes, ça c'est encore plus grave. Du coup, ça éviterait énormément de problèmes. Donc du coup là depuis tout à l'heure on vante les mérites de l'IA, mais il faut quand même être lucide pour avoir, on va dire, plein bénéfice de ses bons côtés. Il faut aussi connaître les mauvais justement pour essayer au maximum de les éviter. Et quels sont ces risques du coup? C'est la perte d'esprit critique, la dépendance et les biais. Donc l'IA c'est pas magique, c'est quand même des algorithmes de l'informatique qui tournent derrière. Si on n'y fait pas attention, en fait, elle peut aussi avoir des effets secondaires. Le premier, en fait, c'est la perte d'esprit critique. Quand une IA vous propose en fait une réponse toute faite, il y a un risque en fait de la prendre pour argent comptant. On voit de plus en plus des fake news ou des articles de presse qui sont démentis, etc. En fait, c'est parce que de plus en plus de gens utilisent l'IA dans leur travail, y compris les journalistes. Et en fait, parfois, l'IA peut halluciner en fonction de comment on balance notre prompt. Et du coup, on va se retrouver avec de mauvaises réponses. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire gaffe. Il faut éviter, en fait, de prendre pour argent comptant et prendre pour habitude de toujours recouper. Surtout quand on prépare des articles, ça c'est important. Plus on s'y habitue, en fait, plus on a tendance aussi à accepter les choses sans vérifier. Si on prend l'habitude une fois, deux fois, trois fois, on va rentrer dans un cercle vicieux de facilité. Je prompte, j'obtiens, je copie, je balance. Et on vérifie plus. Et on se rend compte qu'en ne pas vérifiant, en fait, ça va apporter à un moment donné des problèmes. Et on entraîne aussi malheureusement cette IA à devenir aussi de plus en plus mauvaise. Alors que le but c'est que ça nous pousse nous vers le haut et qu'elle reste à son niveau. Donc ça aussi c'est vraiment dangereux. Il faut pas perdre ce réflexe en fait du doute, de la curiosité et d'aller chercher les informations nous-mêmes. Il faut qu'on se rappelle toujours que c'est un outil et que en aucun cas ça va être un prof ou autre. Ensuite, il y a la dépendance. Donc ça, c'est plus insidieux en fait quand tout devient assisté. Allumer les lumières, éteindre la lumière, mettre, je sais pas, le four en marche, euh, allumer, je sais pas moi, la piscine, allumer l'extérieur. Par exemple, les gens qui utilisent Alexa de tous les côtés. C'est vrai, c'est hyper pratique, mais au final, qu'est-ce qu'on fait nous? Ouais, il faut quand même qu'on garde notre place d'humain et qu'on manipule les choses un minimum, enfin, je trouve. Euh, En fait, le risque, en fait, c'est qu'on finit par ne plus savoir faire les choses sans IA. Un peu comme si, mettons, le correcteur orthographique finissait complètement par devenir non plus un correcteur, mais un éditeur de texte, tout simplement. Des fois, ça m'arrive. Je laisse, admettons, l'IA faire les choses à ma place. Par exemple, dans le boulot, quand j'ai vraiment, vraiment pas le temps,
j'envoie, mettons, plusieurs prompts pour avoir les mails bien précis et je balance. Et parfois, heureusement que c'est rare, ça m'arrive d'avoir des erreurs. Jusqu'à présent, j'ai pu éviter avant d'envoyer, mais finalement, c'est aussi ces cas d'école-là qui m'ont fait dire qu'il fallait faire gaffe. Parce que si on va trop vite et qu'on prend pour argent comptant, ça peut nous coûter cher aussi. Donc le vrai équilibre, je dirais, c'est de s'en servir vraiment comme un outil. Si on apprend à s'en servir correctement, je pense que la puissance, elle est vraiment illimitée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez une certaine limite à l'IA. Dans ce cas-là, dans quel domaine et pour quel type d'édition, texte, photo ou vidéo. Et encore que vidéo, aujourd'hui, je trouve que il n'y a pas Sora, par exemple, en France, ou alors il faut passer par des VPN. Et pour les autres, bon, ils sont payants et enfin, je trouve pas que ce soit terrible. À moins que certains connaissent des gratuits, mais les gratuits que j'ai testés, il n'y en a aucun qui m'a convaincu pour le moment. Et puis il y a les billets, donc ça c'est le dernier point, j'en ai parlé un petit peu. Une IA en fait, ça reste en fait un reflet de données dont elle s'est gavée. Elle apprend en fait sur les contenus qu'on lui donne, et si les contenus sont biaisés, elle va reproduire du contenu biaisé. Donc il faut faire hyper gaffe aux infos qu'on donne à une IA. Si on la gaffe d'informations fausses, ben, elle va nous restituer des informations fausses. Et au final, ben, c'est pas ce qu'on veut. Comme je disais, on veut une IA fiable. Donc ça peut être un super allié. Mais du coup, nous, il faut qu'on reste son pilote. Et il faut qu'on soit aussi ben, quelque part honnête avec elle en proposant des choses réelles et cohérentes. En conclusion, pour moi, j'ai envie de dire que l'IA, en fait, c'est vraiment pas un danger, même si en effet, il y a un pouvoir de calcul monumental. Elle peut être aussi utilisée à des fins de nuire. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne peut pas être utilisé pour nuire? Je vais prendre un exemple tout bête, l'électricité. Là, par exemple, ben, j'ai la lumière dans la pièce où je suis. Maintenant, vous prenez un câble électrique, s'il est sectionné et que vous mettez ce câble sur quelqu'un, vous l'électrocutez. Donc finalement, ben, on se rend compte que l'électricité, c'est super pratique, mais ça peut aussi nuire à quelqu'un. Donc finalement, c'est un peu comme l'IA. L'IA, c'est super génial, mais mal utilisé, à mauvais escient, ben oui, ça peut être aussi néfaste. Donc c'est juste en fait la responsabilité des utilisateurs qui est mise en cause et pas plus que ça. On va passer maintenant à un sujet un petit peu plus léger. C'est la seconde partie du Chill and Tech. J'espère que que ça va vous plaire. On va y arriver. Et c'est parti. On continue du coup cette fois-ci la deuxième partie de la vidéo du coup par le coin du pingouin. Donc toutes les semaines je vais essayer de vous tester à peu près 2 ou 3 distros. Ça va être des petits tests. Je vais commencer sur Distro-C parce que ben, pour le moment c'est plus simple pour moi. Je vais voir ensuite comment je pourrais préparer ça de manière à vous le préparer potentiellement en local sur des VM. Mais cette semaine j'ai pas trop eu le temps, donc ça sera sur Distro-C. Et cette semaine on va commencer, donc je vais vous partager mon écran par le premier Body Linux. Et je vais déjà vous expliquer la différence en fait sur les 3 DE. C'est pas vraiment en plus des DE, ça va être plus, on va dire, des environnements, donc des DE, mais plus des kernels aussi. Donc le premier, le standard, qui va être basé donc sur la version Ubuntu 24.04 LTS avec un kernel 6.8. Et du coup, ça va être idéal pour du PC récent ou intermédiaire entre 2016 et 2022, voire aujourd'hui. L'avantage, ça va être le plus stable. Il aura un super équilibre entre la compatibilité avec le hardware et la légèreté. Et c'est vraiment en fait celui que beaucoup de gens prennent. Ensuite, on va avoir le HWE.
Lui, il va avoir un kernel un peu plus récent, donc il sera sur du 6.12, 6.11. Par contre, ça va être vraiment à prendre si on a, on va dire, du dernier hardware. Ça sera on va dire, le récent friendly, mais avec le risque aussi d'avoir un peu moins de stabilité, et encore c'est un bien grand mot. Et la série S76, ça c'est un peu particulier, je vous la montrerai pas, parce que c'est vraiment que si on achète en fait des PC de la marque System 76. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer. System 76 laptop. Hop. Alors, laptop System 76. Voilà, voilà. Donc c'est des ordinateurs en fait qui sont faits par cette entreprise-là. Et du coup, bah, c'est vraiment propre à eux. C'est des confs qui sont faites pour eux et par eux. Donc je vois pas l'intérêt de montrer ça pour le PC de monsieur et madame tout le monde. On va commencer du coup par la standard. Donc je vais découvrir avec vous. Perso, je la connais pas. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Donc démarrer en attente. Donc a priori, ouais, je suis quand même 6ème. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, sinon j'accélérerai un petit peu dans la vidéo. On va attendre un petit peu. Et voilà, donc du coup on peut y aller. J'envoie la distro. Connecting. Hop. C'était plutôt original l'écran de pré-boot là. Donc hop. Display output is not active. Ah, il me fait un peu peur. Ah, j'espère qu'il va marcher. Ah, ça va. Il va peut-être démarrer. Espérons. Ok. Language. Alors, hop. On est en France. Restons français. Donc, tac. French. Next. Et voilà. Ok. Donc, on est dans l'interface de Body. Donc, comme vous pouvez le constater, donc c'est une version live. On peut déjà le tester. Ça, c'est un plutôt bon point. Ici, je sais pas ce que c'est. Si c'est les... Ouais, d'accord, c'est les divers bureaux. En fait, on dirait un widget. Ouais, on dirait un widget sur lequel on peut switcher de bureau. Ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas. Aide. On va voir ce qu'on a ici dans Aide. S'il s'ouvre. Je sais pas s'il s'ouvre quelque part. On est peut-être limité aussi par le fait qu'on soit sur une VM. Ah, ok. Ça, c'est original. Ok. En fait, quand je clique, peu importe où je clique, en fait, je viens avoir le menu des applis, en fait, qui se met. Ça, c'est pas mal. C'est un clic gauche que j'ai fait. Alors, c'était un peu long à arriver, mais finalement, les aides se sont ouvertes. Donc, je vois que c'est le... C'est quoi? C'est Chromium, ça? Ouais, c'est Chromium. Le navigateur, du coup, c'est Chromium. Donc là, on a un petit fichier d'aide. Sympa. Donc, il nous envoie où? Dans USR, Share, Body, Quick Start. Ok. Donc, en fait, c'est hébergé en local. C'est du HTML directement dans le disque système. Mais ça s'ouvre comme ça. Pourquoi pas? Distribution Linux légère qui utilise le gestionnaire de fenêtres Moksha. Notre philosophie consiste à fournir un système minimal et laisser nos utilisateurs libres d'installer les logiciels supplémentaires qu'ils souhaitent. Connexion Internet fonctionnelle est requise pour mettre à jour votre système et installer des logiciels dans Body. Suivez ce lien si vous avez besoin d'aide. Connexion Internet, ok. Les mises à jour du système sont primordiales pour la sécurité. Nous recommandons d'effectuer ces mises à jour dans un terminal à l'aide de sudo apt update, sudo apt full upgrade. Un pare-feu aussi à considérer. Pour la sécurité, Body utilise IP table et
inclut the Uncomplicated Firewall, UFW. Il n'est pas activé par défaut car tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins. Pour l'activer, exécutez la commande suivante dans le terminal, sudo UFW enable. Ok, ça franchement c'est bien foutu. Pour en savoir plus, consultez notre guide de prise en main, visitez notre wiki ou lisez l'un des super livres de Roger Carter à propos de Body. Besoin d'une aide amicale, postez sur le forum ou posez vos questions sur Discord. Envie de nous offrir une tasse de café, envisagez de faire un don. Ok, c'est plutôt bien foutu. C'est simple et efficace, c'est rapide. Franchement, ouais, c'est une bonne surprise. Ça me permet aussi de découvrir d'autres distries avec vous. Là, on a quoi? Terminologie. Alors ça, je serais curieux de voir ce que c'est. Je sais pas si ça va s'ouvrir ou pas. On va attendre un petit peu. Déjà, je constate que le bouton démarrer, a priori, il va être ici. En dessous de moi, là, à droite. Il va être juste là. C'est plutôt bizarre. Ça, je sais pas encore ce que c'est. J'ai pas tous mes repères. Je suis un petit peu paumé. Alors ça, je sais pas si ça va s'ouvrir. C'est ça le plus frustrant, en fait, pour cette vidéo. En fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je clique sur les choses et ça bouge pas trop. Terminologie. Ça y est, ça s'ouvre. D'accord, c'est le terminal. Tout simplement. Ouais, vraiment super sympa. Donc on va essayer un truc. Sudo apt update. Ouais, ça marche. Ok. En tout cas, ça, c'est pas mal. Il est sympa, le terminal. J'aime bien. Gestionnaire de fichiers, tuner. Alors, ouais, on va voir. Hop. Bureau document. Ok. Ouais, donc c'est vraiment simplissime. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, on peut pas trop faire plus minimaliste. C'est vraiment des couleurs, des icônes basiques. C'est vraiment pas joli. Mais par contre, c'est fonctionnel, ça sera léger. Enfin, que dire de mieux? Il y a quand même les fonctionnalités basiques. Donc, ouais, pourquoi pas. Ici, on a quoi? On retrouve en fait le lanceur le lanceur d'applications, etc. Mais j'ai envie de dire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça sert finalement pas à grand chose, puisque si je clique ici, je retrouve exactement la même chose. Je fais un clic dans le vide et j'ai toujours mes applications, et je peux même éteindre mon PC juste en faisant un clic ici. Pourquoi pas? C'est simple, rapide, efficace. Ce que je voulais voir, c'était ça. Dans accessoires, on a quoi? Leafpad, gestionnaire d'archives, préférences, graphisme. Il n'y a que les photos, internet, ok. Outils système, raccourci, bureau, body live CD. Ah ouais. En effet, il y a vraiment le strict minimum. Alors si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, ça ouvre pas le terminal ici. Ça me l'a pas ouvert à moi non plus, j'espère. Ouais. Alors on va ouvrir leur terminal là. Je sais pas si ça a marché. apt install non. Sudo apt install LibreOffice. Non. On va tester avec Stacer. Un truc qui va pas. Ouais, donc en fait, on peut rien installer. Bon.
À mon avis, bon, de toute façon, on peut aller ensuite installer Office, etc. C'est juste que là, enfin Office, Only Office. C'est juste que là, on peut pas. C'est quoi? Le presse-papier. Ok, donc le trombone ici, c'est le presse-papier. Ça, c'est les notifications. Le français, le volume. Ah, par contre, franchement, le bouton de volume, il est cool. Et on peut aller au-delà des 100%. Ça, j'aime bien. On a le bouton sourdine ici, c'est simple, efficace. Ouais, j'aime bien ce body. On va peut-être faire un tour aussi dans l'installateur, voir comment il se comporte. Après, c'est sûr, personnellement, en ayant des PC qui sont pas trop vieux, c'est vraiment pas le système sur lequel je m'orienterai. Déjà, juste pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il est beaucoup trop, à mon goût, enfin, beaucoup trop austère d'un point de vue visuel. Après, voilà, je me permets pas de critiquer vraiment méchamment, puisque de toute manière, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils ont fait. C'est déjà énorme d'avoir fait un système, hein, mais ouais, je trouve que c'est beaucoup trop épuré à mon goût. On va avancer un peu dans l'install, on va pas aller plus loin après, on va s'arrêter, mais je veux juste voir un peu ce que ça donne. Ça me fait penser grosso modo à l'install qu'on peut retrouver sur Mint. French, hop, continuer, hop, mise à jour, être logiciel, vous avez besoin d'au moins 8. Ok, bon là on pourra pas aller plus loin parce que il nous arrête ici. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris le topo. Il n'y a rien de compliqué pour installer Body. Et l'avantage, vous pourrez tourner sur des PC qui ont vraiment pas beaucoup de puissance. On est en train de revenir du coup sur le sélectionneur de VM. On va pouvoir du coup retrouver le truc. Animation qui ne nécessite pas de matériel informatique haut de gamme. Il tourne à partir de 512 mégas de RAM, 5 Go de disque dur et 500 MHz de processeur. Enfin, no comment. Voilà, vous avez un vieux PC aux portes du cimetière, il tournera avec Body. Donc rien que là, no comment. C'est super. Je vais retourner chercher le Body. Hop. Pas le Body Summer, hein, le Body Linux. Du coup, on va tester la partie HWE, voir si ça change quelque chose. Et pareil, si c'est trop long, on passera du coup en accéléré. Hop. Donc du coup, on arrive à la page de chargement, comme tout à l'heure. On va le laisser charger gentiment. Donc celui-ci, normalement, il est fait pour du matos plus récent, avec un kernel plus récent. Si on est sur du 6.11 ou 6.12, donc on va voir un peu. On va aller choisir français. Donc a priori, est une version plus récente. Là, a priori, le kernel, ça serait le 6.2.0-26, ou plus récent au fil des mises à jour. On va aller voir, du coup, ce qu'on a comme kernel. Hop, déjà là, ça me semble légèrement plus rapide que tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ça a été plus rapide. Hop, système. À propos. À propos de Body. Ok, ils ont fait ça comme un générique. Pourquoi pas. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ok. En fait, on n'a pas les spécificités. Hop, on va essayer ça. Ouais, franchement, c'est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Hop. Donc, c'est ça. C'est le 6.2.0-26. Donc, le kernel. Tac, Ubuntu. Dynamique. Je sais pas ce qu'on va avoir si on fait ça. Ouais, on est sur une VM. Tac. Virtualisation KVM.
On est basé sur Ubuntu 22.04 LTS, c'est bien le kernel 6.2.0.26, c'est bien du 64 bits. Ok. Pour le reste, au niveau de l'install, de toute manière, je pense qu'on va être pareil. Oui, peut-être. Ouais, bah après, c'est de la VM hébergée en ligne, et en plus de ça, je suis pas le seul dessus. Les prochaines fois, j'essaierai vraiment de vous faire des vidéos avec des VM perso, quoi. Ça évitera de passer 1000 ans, et encore que c'est réactif, ils ont pas dû prendre des VPS au rabais. Si ça se trouve, c'est même pas des VPS d'ailleurs. Et ça, c'est facile à savoir, hein. C'est facile à savoir, hein. Si on fait ça, normalement, si je fais ça, hop, ouais, il faut enlever ça ici. Ils sont en Allemagne. Ouais, ok. Donc je pourrais pas vous dire c'est en Allemagne. Ok, bon là je peux pas aller plus loin. Hop, ok, quitter. Ok. Mais en tout cas, franchement, c'est sympa. Bon, il y a un peu la souris. Un peu petite peut-être à mon goût, mais bon, ça se personnalise. C'est pas bien méchant. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup trop épuré à mon goût. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Malgré le fait que ça soit épuré, je peux aussi comprendre parce que c'est destiné à des PC qui n'ont pas beaucoup de puissance. Mais dans ce cas-là, je comprends pas trop en fait l'intérêt de la version HWE, étant donné que c'est normalement destiné en fait à du matos pas très haut de gamme, pas très récent et du coup pas très cher. Donc il n'y a pas besoin de cette version là. Moi je me contenterai perso de la version standard. Je pense que c'est la plus logique et c'est celle qui va coller le plus à la philosophie de Body. Du coup en revenant ici, je vais tester maintenant Zorin Lite. Je sais pas s'ils vont l'avoir. On va essayer Zorin et après ils vont peut-être proposer la Lite. Ouais, impeccable. Lite 64. Donc l'avantage, elle va être destinée pareil à des PC qui n'ont pas beaucoup de puissance. Donc ça va permettre aussi d'avoir le meilleur rendu possible avec des composants pas très puissants, quoi. Donc du coup pour Zorin Lite, on va avoir un prérequis de 700 MHz en monocœur, 64 bits ou 32 bits. Bon, bien que le 64 bits ça devient la norme. Donc moi je vais dire uniquement 64 bits parce que le 32 bits à mon avis, vu l'évolution etc, ça va finir par plus être pris en charge si c'est pas déjà le cas. La RAM à partir de 512 Mb, stockage à partir de 8 Mb et la résolution d'écran à partir de 640 par 480. Donc autant vous dire que y a de quoi faire. Je comprends mieux aussi pourquoi il y a une ville en Italie qui ont passé toute leur infra dessus. Il faut noter aussi que la particularité de Zorin, ils ont développé aussi un genre de Atera maison dans lequel vous pouvez finalement enrôler votre parc complet d'ordi et vous avez votre propre RMM capable de manager vos ordis et de déployer des politiques de sécurité, des déploiements de logiciels, etc. Donc, pour des responsables système et réseau, franchement, je trouve ça aussi vraiment intéressant. Et vous êtes sur quand même un OS qui est quand même plus sexy que celui qu'on a vu avec Body tout à l'heure. J'attends juste qu'on arrive sur la page et ensuite on regardera tout ça ensemble. Ok, du coup on va rentrer, continuer. Voilà, donc là on charge, on va peut-être passer en full screen. Voilà. Et c'est parti. Donc là il est en train de vérifier en fait l'intégrité du support.
Ça, c'est la particularité de Zorin au démarrage. Donc on va le laisser faire. C'est pas grave si on perd un peu de temps, mais au moins on est sûr que ça va tourner et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc déjà, ce qui est pas mal, on a la version light, mais on garde quand même cette stabilité au niveau de la vérification. Ça, je trouve ça plutôt un bon point. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, je pense que là, ça le fait parce qu'on est sur une VM, mais de mémoire, ça le fait pas non plus à chaque fois sur le Zorin une fois installé. Hein. Sinon, ça fait un petit peu long à l'install. Voilà. Check finished. Voilà, ça c'est le démarrage. Je trouve que c'est plutôt simple mais efficace. J'aime bien en tout cas. J'avais déjà testé sur un Mac que j'avais reconditionné. J'avais trouvé ça sympa. Voilà. Hop, le bureau, déjà le fond d'écran est vachement plus agréable. Hop, le chargement. Voilà. Hop là. Là, on a une interface du coup qui ressemble beaucoup plus à Mac. Du coup, c'est vraiment proche d'un Mac. Donc là, en fait, soit on installe, soit on teste. Moi, je vais choisir français. Et on va faire essayer Zorin. Hop, allez, c'est parti. On passe en mode live. Et voilà. On est dans l'interface, donc c'est du KDE, si je dis pas de bêtises. On va reprendre du coup... tac, 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 si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. On va aller ici. Je pense qu'on est basé sur KDE. Quoi qu'on peut peut-être avoir les infos ici. Journaux, tac, tac, tac. On va aller dans paramètres. Ouais, on aura les infos ici directement. Onboard, c'est quoi paramètres onboard? Non, ok. Ouais, franchement, c'est propre. C'est vraiment propre. Ouais, c'est vraiment, vraiment propre. Ça me plaît vraiment. Apparence. Ok. Zorin Blue Dark. Blue Light. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est agréable. Ils ont vraiment pensé à tous les goûts. Donc on est ici par défaut sur du blue. Zorin Grey, Grey Dark, Orange Dark, ça me plaît, ça peut être pas mal. Ouais, non. Purple Dark. Ouais. Non. Ouais. Adwaita sombre. On a aussi du Adwaita. Ça, c'est sympa. Ça peut être sympa aussi. Ce que je veux voir là. Ah, on est apparemment sur du Wayland. Ou quelque chose qui ressemble. Parce qu'on a bien les bords arrondis. Ça, c'est cool. Hop. Ouais, c'est quand même plus propre ici. Hein. On va rester comme ça. On va aller voir un peu dans le terminal ce qu'il nous dit. On va aller le chercher. Terminal XFCE. Donc ça serait XFCE. You name. Ah. Alors c'est du Zorin. Ubuntu. Ouais, il en manque un peu quand même. Host name. CTL. Alors, V1, Zorin, Linux, standard. Tac, tac, tac. Ok. Alors, tac, tac, tac. Lui, je le. Hop. Underscore. Underscore desktop XFCE. Ok, c'est du XFCE. Ok, donc c'est bien ça. Mais ouais, franchement, ça me plaît bien. Tunar, donc c'est l'explorateur de fichiers.
Franchement, je trouve que là déjà, on rentre dans de l'axe du largement acceptable. C'est propre. Là, j'ai mis le thème sombre. Dites-moi ce que vous en pensez. On va aller faire un tour dans la Logitech. Alors, je sais pas si on va pouvoir parce que je sais que normalement, on n'est pas connecté au réseau. Je sais pas comment ils auront pallié à ça d'un point de vue VM pour le test. Sinon, de toute manière, je pense que je referai ces tests-là avec des vrais VM en bridge sur ma machine. Comme ça, on aura les vrais rendus. Là, on n'aura rien. Mais ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est vraiment pas mal. On va passer à la prochaine distro. Hop. Et voilà. Au revoir Zorin. Donc là, il est en train de s'arrêter. Hop là. Et on va terminer du coup par Peppermint. Donc celui-ci, pareil. J'ai juste entendu le nom, mais je sais pas à quoi il ressemble. Peppermint, il est là. Déjà, l'OS, c'est marrant. Ça me fait vraiment penser... ça me fait penser un petit peu à Umbrella Corp dans Resident Evil. C'est rigolo. On va partir sur la version de Debian Gnome pour voir ce que ça donne. Démarrage de l'industrie, arrête la précédente, c'est pas grave, démarrer. Hop. Allez, on va faire la queue. Et wow, 2 minutes d'attente. Donc là, ouais, je pense que j'accélérerai. On se retrouve d'ici 2 minutes. Je vais boire un petit coup et puis je reviens. Ok. Du coup, on peut lancer, continuer. Et là, on va voir ce que ça donne. Tiens, c'est marrant parce que je trouve que ça fait, ça fait assez pro. Moins c'est plus. C'est rigolo. Avec moins on fait plus. Déjà, le pointeur de souris me plaît un peu plus. Oula. Wow, c'est perturbant. Ok. Suggested. Désolé, petit frisson, c'est la fatigue. Peppermint Community. Ok. Come join the conversation about Peppermint OS in the community. Ok, bon, ça d'accord. On va enlever lui là. Très perturbant. Je sais pas ce que c'est. Ok, place, hub. D'accord. Hub to configure system. D'accord. Ok. C'est... Ouais, pourquoi pas. Ah, Flatpak, Snap, Synoptic, App Image et le GNOME Web Store. Punaise, c'est chaud. Et là, ils ont tout mis en dur comme ça, direct. Ouais. Système info. Peppermint. Tac, tac, tac. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher. Marwaita Dark Peppermint. Ah. On tourne du coup sur... Ouais, tac, tac, tac. Kernel de résolution. Metacity. 5950X. D'accord. C'est un bon processeur. Fermer le terminal. Ok. Ouais, c'est particulier. Ok. Application. Ouais. Office Document Viewer. Pas plus. Après, on peut installer. C'est minimaliste. Change background. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh. Ah oui. Ah, par contre, là, ça me plaît. Ah oui. Ah, c'est pas la même, là. Ouais, sacrée photo. Là, c'est... Ouais. Ouais. Là, je suis d'accord. Alors, j'aime pas particulièrement les barres en haut, en bas, comme ça. Je préfère avoir un dock comme sur du Debian. Mais par contre, enfin, on peut pas le nier, c'est vraiment super joli, quoi. C'est vraiment super joli.
Là, on est en dark. Si on fait au default, pas trop l'impression qu'il va y passer. Si, ouah. Désolé, j'ai pris un shoot dans la figure. On va remettre en dark. Il n'y a que la fenêtre qui change par contre. Mais waouh. Enfin, en tout cas, les fonds d'écran sont super. Alors celui-ci, il est pas d'une super qualité. J'essaye de changer pour voir un peu. Ouais, celui-là, il est pas mal. Mais mon préféré, ça reste l'autre. J'adore l'eau. Et il est super beau. Hop. Au niveau des paramètres, on est bien desservi aussi. C'est vraiment pas mal. On récupère des fonds d'écran de Debian. Ouais, pourquoi pas. Région Accessibility, Default. Je cherche en fait à voir si on a Firewall. J'ai pas l'impression. Et si on va dans le terminal, accessoires, j'ai pas vu terminal d'ailleurs, c'est bizarre. System Tool, terminal. Sudo apt enable enable ufw. Mais non, QWERTY pourri là. Sudo apt enable ufw. Alors j'ai peut-être fait une erreur, hein, mais on va aller vérifier. Ah, ok, on va essayer plutôt celle-là. Donc hop, autant pour moi. Système CTL, système CTL, start. Eh mince, je me fais avoir. Sudo système CTL start ufw. Fair to start not found, donc c'est sudo. Je sais pas si ça va marcher puisqu'il n'y a pas internet. On va quand même essayer. Enable ufw. Il va pas le trouver. Je suis bête, il va pas le trouver. Non, il veut pas. Bon, allez hop, on laisse tomber. Dommage, désolé pour la perte de temps, mais on aura essayé. L'install de Peppermint, on va voir un peu ce que ça donne. Waouh, ok. Basique. Hop. Assez réactif. Après, ouais, c'est une interface qui est quand même assez light, on va dire. Donc là, on a le bienvenu, localisation, le clavier, les partitions, l'utilisateur, le résumé, et on installe et on termine. Efficace. Alors, je pense pas qu'on puisse installer, puisque de toute manière, on est sur la VM. Mais en gros, ça laisse une idée. C'est propre. C'est pas ce qui me plaît. À mon sens, c'est un peu trop, je dirais pas brouillon, mais à la place de ça, là, ici, j'aurais bien vu un dock plutôt. Et là, ouais, c'était sympa. Un petit effet de transparence ici. Et on est pas mal. Ok, ici, c'est pour arrêter, etc. On a accès aux paramètres, je suppose. Ouais. Ouais, petit raccourci. Ok. C'est plutôt pas mal. On va passer du coup à la suite de la vidéo. Et cette fois-ci, ça va être quelques petits conseils pour de la cyber. Mais je vous en dis pas plus et on passe de suite à la suite. Allez, c'est parti. Du coup, voilà, on arrive dans cette quatrième partie, du coup, qui est plus basée cybersécurité. Comme vous aurez constaté, j'ai pas trop exploré non plus les distris Linux en profondeur,
parce que sinon, il y en avait pour beaucoup trop longtemps. Déjà que là, on a dépassé les 1 heure allègrement. Vous comprenez aussi pourquoi j'aimerais vraiment faire de Chill and Tech un live. C'est qu'au moins, on pourrait vraiment tous partager. Là, je vous invite à me laisser un max de commentaires qu'on puisse vraiment partager. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et c'est là aussi où je prends plaisir à vous répondre, etc. À vous lire. Ça fait vraiment plaisir de partager comme ça avec vous sur la chaîne et de la voir évoluer, grandir. Enfin, Et du coup, donc, je reviens à la cyber. Il n'y a pas longtemps, j'ai vendu un de mes PC portables, du coup, dans le but de contribuer au projet Framework. Et on va dire qu'il faut avoir des bonnes pratiques en ligne et avec l'informatique en général. Donc ce PC-là, je l'ai formaté et en plus j'ai effacé le disque. Mais malgré ça, une semaine à peu près après l'avoir vendu, j'ai eu une première demande de double authentification pour mon compte Instagram. Demande à laquelle je n'ai pas répondu, j'ai supprimé le SMS. Et peut-être 10 minutes après, rebelote. Donc là, j'ai encore supprimé. Et puis plus rien. Donc en fait, si j'avais pas eu la 2FA, la personne avait trouvé le code et aurait pu rentrer. Deuxième bon réflexe à avoir, bon déjà j'ai pas accepté la 2FA, et de deux, il y a eu une tentative, pour moi ça veut dire que le mot de passe a été trouvé, je suis de suite allé changer le mot de passe, j'ai pas cherché, j'ai utilisé un générateur de mot de passe, j'ai créé un mot de passe fort, et au moins on est tranquille. Ça c'est le premier point. Second point, en fait, aujourd'hui il y a de plus en plus de double authentification qui marchent en fait avec des logiciels comme Microsoft Authenticator. Et ici, vous allez retrouver en fait toutes les 2FA de, bah, de vos divers comptes en fait. Et ça va vous permettre d'être sécurisé parce que vous avez un nom d'utilisateur qui peut être l'adresse mail ou un pseudo, un mot de passe que je vous conseille de mettre fort et pas le même mot de passe sur tous les sites, sinon ça sert à rien. Et une fois que vous avez rentré ça, ça va vous demander quelque chose qu'on appelle 2FA, MFA ou TOTP. Et dans tous les cas, ça sera ce code comme ça qui change régulièrement, ou alors une authentification par SMS, ou sur une autre boîte mail, etc. Mais dans tous les cas, si vous activez la double authentification, ça ralentira l'accès à votre compte. Alors oui, aujourd'hui, il y en a certains qui arrivent à casser la double authentification, mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus tout le monde qui arrive à la casser. Les dangers aussi, ça va être les extensions pour vos navigateurs internet. N'allez pas chercher des extensions farfelues dont vous avez jamais entendu parler. Restez sur des trucs plutôt safe. Voilà, du Adblock, du ProtonVPN, etc. Par exemple, quand vous cherchez du VPN, n'allez pas chercher VPN Mega Protect, enfin des noms plutôt bizarres ou tape à l'œil. Personnellement, j'ai pas confiance. Autre pratique, ça va être bon, ça c'est plus dans les entreprises qu'on l'apprend, mais ça s'applique aussi aux particuliers. Les mails piégés. De faux supports techniques, de faux livreurs, etc. Donc vérifiez déjà toujours l'orthographe. Si vous avez un mail qui vous demande de cliquer sur un lien vers X site, laissez tomber ce lien. Vous allez sur votre navigateur, vous faites la recherche, vous ouvrez le site et au moins vous allez vérifier que c'est vraiment légitime et que c'est vraiment ce site qui vous a contacté. Ne faites jamais confiance aux mails. Par exemple, ça me fait penser à ça. J'ai eu un client une fois qui reçoit donc un premier mail. Ça lui marque cliquez ici. Donc la personne, elle clique. Ils obtiennent du coup son numéro parce qu'il y avait un champ à remplir, donc numéro de téléphone. La personne, peut-être 5 minutes après, reçoit un coup de fil. Et elle tombe donc sur quelqu'un qui se présente comme son conseiller de la banque et qui lui dit voilà, vous avez été piraté, mais ne vous inquiétez pas, on va sécuriser tout ça.
J'ai déjà attaqué la procédure de vérification et de sécurisation de votre compte ainsi que de votre carte. La seule chose que vous avez à faire, c'est uniquement de me donner le code à 3 chiffres que vous avez derrière la carte. C'est ce qu'on appelle le cryptogramme de sécurité. Ça va vous permettre de sécuriser la carte et d'éviter toute tentative de prélèvement frauduleux. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé par la suite. Elle s'est faite soutirer 1500 €. Voilà. Donc, c'est un exemple flagrant d'ingénierie sociale. Ils ont joué sur la peur et sur l'urgence. En fait, ils ont dit, voilà, j'ai déjà procédé, donnez-moi le code, on va le faire là, maintenant, de suite, vite, il faut agir. Et du coup, la personne prise de panique a malheureusement réagi et donné de l'argent. Le souci dans ces cas-là, en fait, c'est que bien souvent, la banque va vous dire qu'elle ne vous rembourse pas parce que vous avez donné les informations de votre plein gré. Et la Banque de France et les assurances ne veulent plus rembourser, ou vraiment très difficilement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'abus et ça devient trop compliqué de prendre tout ça en charge. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à partager, à liker. N'hésitez pas aussi, si ça vous plaît vraiment, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et vous comprenez aussi pourquoi j'aimerais faire plutôt de Chill & Tech un live. C'est parce qu'on va dépasser facilement les 1 heure à chaque fois. En tout cas, j'ai bien l'impression. Et c'est un format, on va dire, qui est difficile à faire quand c'est pas en live. Ça, déjà, je prends moins de plaisir. J'aurais vraiment aimé pouvoir interagir avec vous en direct pendant que je traitais chaque sujet, que ce soit l'IA, les distros Linux, la cyber. Et peut-être que dans d'autres Chill & Tech, en live je l'espère, je rajouterai un dernier chapitre. Là j'en avais prévu un, mais bon, il est bientôt minuit et j'aurai jamais le temps de monter tout ça sur mon Acer. Donc je vais finir le montage et cette semaine je pense qu'on n'aura que 3 chapitres. L'IA, le coin du pingouin et la cybersécu, et c'est déjà pas mal. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet qui sera du coup pas un Chill & Tech. Comme vous l'avez compris, ça sera une vidéo à thème comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Chill & Tech. En attendant, je vais mettre un sondage sur la chaîne pour savoir si ça vous intéresse que le prochain soit en live ou non. Et je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.